Koloma. Comme chaque dimanche dans votre émission, dites-moi tout docteur, et comme nous vous proposons chaque dimanche les thématiques alléchantes les unes que les autres, aujourd'hui il n'en est pas moindre. Nous avons choisi comme thème la neurologie, une autre discipline de la médecine. Et à cet effet, nous avons invité un spécialiste, professeur. Je vais nommer ici professeur Cissé Fodé Abbas, neurologue en service au CHU Ignace Dine, qui va nous donner tous les détails autour de la maladie. Et encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième manche de l'émission. Pour participer donc, appelez au 622 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions pour notre invité du jour. La première, c'est maintenant et tout de suite après ceci. Retour donc sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour. Professeur Cissé, la logique voudrait que l'on commence par la définition, nous rappeler la définition, les symptômes de la maladie, mais également la prise en charge. Mais cette fois-ci, on va faire une exception, on va renverser donc la pyramide en vous demandant est-ce que le service de neurologie de CHU Donka est à l'image des autres CHU de la sous-région? Merci pour l'invitation déjà, c'est toujours un plaisir pour nous d'être ici dans l'optique de sensibiliser les populations par rapport aux différentes maladies qui sont de plus en plus fréquentes. Alors si vous me posez la question de savoir est-ce que notre CHU est à l'image de ceux de la sous-région, je dirais qu'on n'est pas les premiers de la classe, mais on n'est pas non plus les derniers, pour la simple raison que le développement du système sanitaire est souvent à l'image du pays. Si nous prenons la sous-région, moi j'ai été particulièrement formé au Sénégal, donc des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont légèrement en avance sur nous. Mais voilà, il y a des pays qu'on dépasse aussi, comme le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée-Bissau, dont on reçoit les patients. Donc la Guinée, en termes de sous-région, se situe au milieu. Bon, il y a des efforts, bien sûr, à faire pour être au sommet, mais bon, voilà. Alors, Pour répondre à la question, nous sommes au milieu. Il y a des pays qui nous dépassent, bon, qu'on pourrait rejoindre bien sûr, et il y en a d'autres qu'on dépasse, voilà. Alors, nous souhaitons rejoindre les autres, les pays qui sont en avance par rapport à nous. Ça sera une très bonne, ça sera très bien pour le pays et pour les malades également. C'est pas moi qui le dis, professeur. Si c'est la neurologie, prend en charge des pathologies du système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière ou encore les maladies qui touchent les nerfs, les terminaisons nerveuses. Elle rime également avec une thérapie spécifique et spéciale, personnel soignant compétent, des équipements de dernière génération. Je veux parler ici de IRM, imagerie à résonance magnétique. Est-ce que ça existe chez nous? Et puis, Oui. au passage, nous rappeler quelle est l'origine de la maladie. D'accord, donc comme vous l'avez dit, hein, la neurologie s'occupe des pathologies du système nerveux. Il y a le système nerveux central, c'est le cerveau, ce qu'il y a dans la boîte crânienne et la moelle épinière, et ensuite il y a les nerfs périphériques. Donc il s'agit de beaucoup de pathologies, hein. Donc un tiers des décès dans le monde sont dus à des maladies liées au système nerveux. Pour répondre à la question des explorations de dernière génération, nous avons une seule IRM pour quand même 12 600 000 habitants, ce qui est quand même largement insuffisant. Et c'est une IRM qui existe dans le privé. Donc il faut noter que dans le public, il n'y a pas d'IRM. Et donc la plupart des patients pauvres qui ont besoin d'une IRM n'y ont pas vraiment accès pour la simple raison du coût. Donc l'IRM reste un peu une exploration complémentaire neurologique indispensable, mais pour personnes privilégiées qui ont une assurance maladie ou qui ont les moyens de payer, mais c'est un examen complémentaire qui est assez coûteux et donc qui est unique dans le pays. Il y a quand même des efforts à faire de ce côté pour que ce soit disponible dans le CHU. Moi, je viens du CHU de Conakry, d'Ignace Dine plus précisément. Nous n'avons pas de scanner, donc à plus forte raison de parler d'IRM. Ce n'est pas une critique contre quelqu'un, mais
Ce sont les faits et Alors, nous invitons tout le c'est une monde à venir voir. opportunité, professeur Cissé, de lancer un message. Cette tribune est là pour ça. De lancer un message pour les malades, mais également pour les autorités, afin que les choses s'améliorent, les conditions de vie de la population s'améliorent. C'est une plateforme. Oui, oui, non, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, avant de vous poser une autre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous, le CHU, parce que c'est un CHU, hein, qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez en possession d'une IRO, que les gens aillent dans les privés ou à l'extérieur? pour parler franchement, je dirais qu'il faut qu'en Guinée, on arrête de penser que nous avons des problèmes que les autres n'ont pas. Il n'y a pas à réinventer la roue. L'hôpital a un règlement intérieur, le CHU a un fonctionnement élaboré depuis un demi-siècle. Donc, si on ne sait pas comment fonctionne un hôpital, on peut taper dans Google et voir règlement intérieur des hôpitaux. C'est des informations qui sont C'est vrai, disponibles. on ne réinvente plus la roue. La roue, donc On voilà. aménage seulement. Le prix d'une IRM n'est pas difficile à connaître. Avec un clic dans Google, on voit un peu les vendeurs d'IRM dans le monde, on voit quel est le prix, on voit les modalités d'installation. Il y a des gens dans ce pays qui ont déjà installé une IRM. Si on ne sait pas faire, on peut leur demander. Ils nous diront comment est-ce que eux ils ont fait pour installer l'IRM et ils l'installeront pour le bien de nos populations. Mais nous n'avons pas de problème qui n'a pas été résolu ailleurs. Donc il faut arrêter de chercher très loin. Il faut demander au ténor du CHU, ils vous diront comment faire pour installer une IRM et pour son meilleur fonctionnement. C'est pas très compliqué. Alors, rappelez-nous donc l'origine de la maladie des nerfs. Bon, les maladies des nerfs sont de plusieurs origines. Donc, pour résumer cela, les anglo-saxons appellent ça le vindicate, c'est-à-dire vindicate V. Les causes peuvent être vasculaires. Par exemple, si nous avons un trouble de la circulation du sang dans le cerveau ou dans la moelle épinière, on aura un accident vasculaire cérébral qui peut être ischémique ou hémorragique. Nous avons des causes dites infectieuses. Nous sommes en milieu tropical. Il y a une persistance des pathologies infectieuses et inflammatoires depuis des décennies. Le VIH, la tuberculose, le paludisme, la fièvre typhoïde, etc. La cysticercose, la bilharziose, les virus HSV, VZV. Donc, il y a plein de causes infectieuses qui peuvent atteindre les nerfs. Ensuite, nous avons les causes dites néoplasiques. Néo comme nouveau, plasique comme multiplication normale des cellules, sont les cellules tumorales, donc des tumeurs cérébrales, des tumeurs de la moelle, des tumeurs même des nerfs peuvent donner des maladies du système nerveux. Nous avons les pathologies dégénératives. On entend souvent parler de la maladie d'Alzheimer, par exemple, de la maladie de Parkinson, par exemple, des dégénérescences nerveuses, ça existe. Donc, il y a des causes dites dégénératives. Ensuite, il y a des causes iatrogènes. Par exemple, si un patient vient à l'hôpital et qu'on ne donne pas le bon médicament ou on donne des médicaments en excès, on peut induire certaines maladies et cela arrive. Par exemple, si on donne beaucoup de corticoïdes à quelqu'un, on peut le donner un diabète. Si on lui donne des anti-inflammatoires à l'excès, on peut le donner un ulcère. Donc, il y a des causes iatrogènes. Il y a des causes dites carentielles. Nous sommes dans un pays très pauvre. Il y a juste qu'à voir le classement mondial des pays et leurs revenus. Bon, la Guinée est loin d'être dans la première centaine. Donc, les carences en vitamine B1, B6, B12, en vitamine PP, nous mangeons le riz tous les jours. C'est zéro valeur vitaminique. Le matin, le soir, à midi, et puis voilà. la nuit. Donc, il n'y a pas de vitamine dedans. Et donc, il y a des causes carentielles. Il y a les causes traumatiques. Aujourd'hui, avec les embouteillages, on n'arrive pas à circuler. La plupart des gens sont sur des motos, donc quand vous tombez d'une moto et que vous n'avez pas de casque, vous pouvez avoir un hématome intracérébral, donc on parlera de causes traumatiques. Et enfin, il y a les causes dites endocriniennes, les troubles du métabolisme, par exemple comme le diabète, c'est le plus fréquent. On peut avoir des neuropathies diabétiques. Actuellement, en neurologie, nous avons beaucoup de patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux dans un contexte de diabète, donc le diabète favorise ces maladies. Donc, il y a plusieurs causes. Donc, il faut une démarche diagnostique précise et rigoureuse pour identifier la cause et effectuer un traitement adéquat. Alors, moi, je reviendrai un tout petit peu en arrière. Vous avez cité des causes, il y en a plusieurs, multiples d'ailleurs, les troubles neurologiques. Mais nous avons constaté que chez vous, au service neurologie de CHU IAZIN, les patients sont en général les patients des AVC. Et quelles sont les autres personnes les plus à risque? D'accord. Les accidents vasculaires cérébraux, A, accident, V, vasculaire, c'est cérébraux. Donc, c'est effectivement la première cause d'hospitalisation en neurologie. Nous, c'est notre quotidien, on en parle tous les jours. Pour rappeler ce que c'est que l'AVC, selon l'OMS, c'est une interruption de la circulation du sang dans le cerveau. Soit nous avons un caillot qui bouche une artère, donc on a un AVC dit
ischémique, le sang n'arrive pas au niveau du cerveau, bien nous avons une rupture des vaisseaux, c'est un AVC hémorragique, donc il y a une collection de sang dans le cerveau. L'hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Selon les études effectuées en neurologie, 70 à 80% des patients que nous recevons sont des gens qui ont été diagnostiqués hypertendus, qui n'ont pas pu prendre leurs médicaments pour la tension en prévention primaire et donc qui ont présenté les complications. Donc les personnes les plus à risque habituellement sont les personnes âgées. Dans les pays développés, ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont des facteurs de risque comme le diabète, les personnes qui ont des facteurs de risque comme la dyslipidémie, l'obésité, on mange beaucoup de graisse, beaucoup d'huile rouge et tout ça, ça se dépose dans les vaisseaux, ça les bouche. Les tabagiques sont des personnes à risque. La sédentarité, le fait de ne pas faire d'activité physique, de rester tout le temps assis. L'alcool de façon aussi, c'est-à-dire que si vous prenez plus de 3 verres chez l'homme et de 2 verres chez la femme par jour, vous êtes à risque de faire un AVC. La pauvreté, il faut le savoir, selon le programme français de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, l'AVC touche surtout les personnes défavorisées. Donc il faut savoir que la pauvreté est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Et enfin, il y a les facteurs génétiques. Donc les personnes dont les parents ont fait des AVC aussi peuvent faire des AVC. Les jeunes n'ont pas... Naturellement, les jeunes et même les enfants, actuellement, nous en neurologie, si vous voulez voir des cas pratiques, nous avons un cas d'AVC de l'enfant, un enfant de moins de 7 ans qui nous a été amené pour faiblesse d'un hémicorps avec des crises convulsives. Et en ayant fait le scanner, on a trouvé qu'il avait un accident vasculaire cérébral dont la cause actuellement est en train d'être recherchée. Mais les enfants qui ont des cardiopathies congénitales, les enfants qui ont des infections peuvent avoir ce qu'on appelle des vascularites, c'est-à-dire c'est l'inflammation des vaisseaux. Donc les vaisseaux sont bouchés et donc ils font les AVC. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout fréquent chez les gens après 55 ans. Mais aussi chez les sujets jeunes, nous pouvons les avoir. Et comme chez nous, l'espérance de vie des populations n'est pas la même que dans les pays développés, donc l'AVC est devenu une affaire de tout le monde et même du sujet jeune, avec un important handicap chez des personnes actives. Et c'est pour ça que l'impact de l'AVC sur nos pays est plus important que dans les pays développés, parce que chez nous, c'est des pères de famille, des mères de famille, des personnes en activité qui ne sont pas encore retraitées, qui sont victimes d'AVC et qui se retrouvent du jour au lendemain immobilisés, déshumanisés, sans aucune sécurité sociale, sans aucun appui, et qui deviennent, au lieu d'être des locomotives pour leur famille, deviennent des charges. Des charges, tout à fait. Pour une longue période. Alors, professeur Cissé, vous avez cité beaucoup de maladies, dont nous nous retiendrons ici. Alzheimer et Parkinson sont entre autres des maladies des nerfs également, mais méconnues en Guinée. Dans quelle catégorie peut-on les classer ? La maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson sont des pathologies dégénératives. Généralement, c'est des pathologies des personnes âgées. Pour les définir, la maladie d'Alzheimer, c'est une démence. La démence est un affaiblissement progressif de nos capacités cognitives. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous perdons la mémoire. Je n'arrive plus à me rappeler où je suis. Je suis désorienté. Je n'arrive plus à m'orienter dans mon quartier, je ne sais plus où se trouve la RTG. Donc du jour au lendemain, nous avons une perte de mémoire. Nous avons des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, nous avons même des troubles du raisonnement. Je ne sais plus comment me boutonner correctement. Du jour au lendemain, je ne sais plus comment cuisiner. Même on oublie son propre enfant, les membres de la famille et tout le monde. Oui, c'est pour ça que ces pathologies sont graves. Parce que comme dirait un grand spécialiste américain... Est-ce que vous en avez rencontré ces cas chez nous? Oui, il y a des cas de maladie d'Alzheimer et de démence chez nous. La seule différence avec les pays développés, c'est que chez nous, les gens vivent en communauté. Donc la démence est un peu tolérée. Et le support familial permet de masquer les démences chez les personnes âgées. Alors qu'en Europe, comme les gens vivent souvent de façon très esselée, la démence a un impact sur l'autonomie des gens. C'est ça en fait le problème. Quand vos capacités cognitives sont affaiblies, votre autonomie, votre gestion du quotidien devient très complexe. Si vous êtes dans une grande famille avec 3 femmes, 4 enfants, donc c'est plus facile pour vous de dire aux gens faites-moi ci, faites-moi ça. Mais quand vous êtes seul et que vos capacités cognitives sont affectées, donc votre autonomie est défaillante, donc on fait plus facilement le diagnostic. Donc, pour résumer, c'est des pathologies dégénératives qui ont un impact sur l'autonomie, mais qui évoluent en plusieurs stades. Donc, il est important de les reconnaître tôt, sinon à un stade très tardif, les traitements ne servent pas à grand-chose. Et il faut savoir que de plus en plus, ça va être un problème de santé publique. En 2005, on estimait dans le monde le nombre de cas de démence à 24,3 millions.
Et on estime qu'en 2040, ce sera à peu près 80 millions. Et de plus en plus dans les pays en voie de développement, parce que tout simplement, nous avons changé de style de vie. Nous mangeons du beurre, de la mayonnaise, nous faisons moins de sport. Mais un autre facteur qui fera que la démence sera plus fréquente chez nous, c'est que les gens ne sont pas instruits. Le fait de lire plusieurs livres par année, le fait de s'instruire beaucoup est un facteur préventif de la démence. Et quand vous n'avez pas suffisamment de réserve cognitive, quand vous avez un faible niveau culturel et un faible niveau d'instruction, vous êtes plus à risque. Même aux États-Unis, on dit que ce sont les men in blue. Ce sont les gens qui travaillent sur les chantiers qui font plus de démence que les enseignants de l'école primaire. Donc il est important que dans un pays comme le nôtre, qui est la capitale mondiale du livre, de faire la promotion de la lecture et qu'on ait des bibliothèques auxquelles on peut accéder pour nous instruire. Et comme je dis souvent à mes assistants à l'hôpital, il faut commencer la formation dans ce pays et commencer par moi, s'il vous plaît. D'accord. Très bien dit. Voilà. Alors, on va parler un peu des traitements pour chaque type de nerfs. Et pas ici, ça va être un peu difficile, mais vous allez essayer de nous donner les traitements ou les éventails thérapeutiques pour chaque type de cas. Bon, ça c'est une excellente question. Souvent quand on est à l'hôpital, culturellement chez nous, quand le patient arrive à l'hôpital, il nous dit « Docteur, mais je veux un traitement ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour traiter, il faut connaître la cause. C'est comme dans n'importe quel problème. Vous avez un véhicule, il ne démarre plus. Bon, est-ce que c'est le démarreur le problème? Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est le dynamo? Est-ce que c'est l'essence? Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on ne peut pas donner un traitement. Mais si vous me posez la question par rapport à une pathologie bien précise, je peux vous dire la démarche étiologique. Et quand l'étiologie est connue, nous pouvons faire un traitement étiologique et un traitement symptomatique. C'est-à-dire que quand il y a une maladie, on traite bien sûr les symptômes. C'est-à-dire que si j'ai mal à la tête, on peut donner de l'efferalgan pour calmer les maux de tête. Mais la question, c'est quelle est la cause du mal de tête? Si c'est un paludisme, on mettra de la quinine. Si c'est une tumeur cérébrale, alors là, on mettra des corticoïdes et éventuellement, on fera ce qu'on appelle une chimiothérapie pour la tumeur ou de la chirurgie. Donc, tout le traitement dépend de la cause de la maladie. Et donc, il est important. Aujourd'hui, actuellement, nous, on est en pleine remise en question à l'hôpital, dans le comité scientifique, pour dire attention, quand les gens viennent à l'hôpital, il faut d'abord se poser, trouver la cause. C'est souvent coûteux, c'est souvent difficile. Mais et ça peut prendre du temps aussi. Hein? Oui, oui, naturellement. Il y a des malades, impatients qui disent je veux un traitement et surtout j'ai besoin de médicaments pour soulager des douleurs, etc. Oui, cela s'explique par le fait que chez nous, quand on commence à avoir les symptômes, on ne consulte pas. On se dit non, l'hôpital ça coûte cher, je n'ai pas de couverture sociale, je veux manger d'abord. Et le motif de consultation est une complication. Hein, même c'est au stade de complication que les gens arrivent. Donc quand les gens arrivent en stade de complication, c'est normal. Justement, c'est la question que je vais vous poser. La prise en charge tardive entraîne des complications chez certains patients. Alors, dites-nous un peu, parlez-nous un peu comment ça se passe au CHU et surtout le service de neurologie. Au CHU, nous disciplinons notre déception pour la simple raison que les gens viennent à un stade souvent tardif. Et le problème de la neurologie, à mon avis, on peut le résumer de façon dichotomique. C'est-à-dire que soit ça vous tue, ou ça vous laisse des séquelles. Et comme dit un grand neurologue américain, M. Kaplan, il dit que quand on appelle quelqu'un pour parler, un neurologue surtout pour parler des maladies du système nerveux, il donne beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Mais là n'est pas la gravité des maladies du cerveau. Les maladies du cerveau, ça vous déshumanise, ça vous empêche de marcher. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus marcher. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus parler. Du jour au lendemain, comme dans l'Alzheimer, vous ne reconnaissez plus votre femme. Du jour au lendemain, votre enfant n'arrive plus à marcher. Votre père est couché et vous devez l'aider pour toutes les activités de la vie quotidienne. Donc, il dit qu'en résumé, ça vous déshumanise. C'est pour ça que la prévention est très, très importante. La prévention primaire. Il faut permettre aux gens de ne pas tomber malades. Et pour ceux qui tombent malades, il faut les prendre en charge dans l'urgence. Si je prends la pathologie neurologique la plus fréquente, qui est l'accident vasculaire cérébral, actuellement, on dit « time is brain ». Le temps, c'est du cerveau. Par minute perdue, c'est 2 millions de neurones. Et l'objectif en termes de temps, entre le début des symptômes et l'arrivée à l'hôpital, doit se faire dans l'heure. Mais quand vous n'avez pas d'ambulance et que vous avez des embouteillages partout et que vous n'avez pas le numéro des urgences, donc ça devient très compliqué. D'accord. Alors, vous allez, avant de continuer, demander les cas d'intervention chirurgicale au niveau des types de cas des nerfs, hein, c'est le problème de nerfs, on parle ici. Alors, vous allez nous faire quelques recommandations pour les téléspectateurs qui nous regardent à travers la chaîne Leader. Et un message, justement, on revient dessus pour que les autorités, certainement, certains nous suivent, pour que les conditions changent dans nos CHU. Donc, pour recadrer le débat, moi, je suis neurologue. Donc, il y a des neurochirurgiens.
De tête, je pourrais dire qu'en Guinée, nous en avons 4 pour 12 millions d'habitants, c'est vraiment peu. Ça C'est très fait peu. un neurochirurgien pour 4 fois, voilà, 3 fois 4, 12. Donc un neurochirurgien pour 3 millions, c'est beaucoup. Et mieux que ça, hein, il faut permettre aux neurochirurgiens d'opérer dans des conditions optimales, Très bien. en ayant des IRM, des scanners et aussi des blocs opératoires, voilà, à l'image des pays de la sous-région. Très bien. Les- Les recommandations, donc, professeur Cissé, Mhm. avant de nous rappeler, parce que ça a été dit ici tout à l'heure, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, ça a été dit ici comment prévenir. Il faut éviter l'alcool, l'obésité, etc., alimentation saine, etc. Vous allez nous rappeler, et puis des recommandations au niveau de la population et des autorités. Les recommandations au niveau de la population, c'est déjà, s'il y a un symptôme, il faut consulter tôt. Il faut aller dans n'importe quel service d'urgence si vous avez des symptômes. Si vous n'avez pas de symptômes au-delà de 40 ans, il faut prendre au moins la peine de faire certains contrôles qui sont, à mon avis, De le routine. minimum. Une C'est fois contrôler, par 6 mois, voilà, c'est pas... contrôler sa pression artérielle, contrôler sa glycémie, contrôler son taux de cholestérol. Ça, c'est un minimum. Faire une prise de sang de routine avec son médecin généraliste. Faire un électrocardiogramme, par exemple, tous les 6 mois, ça peut être une bonne idée. La seconde chose, c'est l'hygiène de vie. La mauvaise alimentation, la stéréotypie alimentaire, comme on le dit tous les jours. Bon, on me dira, oui, on n'a pas les moyens, on le dit partout, mais on On pourrait se avoir contente les de ce moyens. qu'on a. Moi, je dis ce On peut qu'on a. faire mieux, on peut faire mieux. En tout cas, c'est mon avis. Pour avoir été ailleurs, les gens ne disent pas on n'a pas les moyens. Ils disent nous allons y arriver, nous allons lutter pour changer les conditions. Je pense que c'est ce changement de mentalité dont on a besoin. Il faut éviter le tabac, la sédentarité. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens assis. Il faut minimum faire 45 minutes de sport, même quand on est en bonne santé. Il est démontré que faire du sport permet de prévenir les maladies du système nerveux Beaucoup de central. maladies. Voilà. Donc il faut faire régulièrement de l'activité physique, éviter l'alcool, surtout la qualité de l'alcool, souvent qui n'est pas maîtrisée dans nos conditions, on ne sait pas ce que l'on boit souvent. Donc l'alcool est un facteur de risque majeur pour les AVC. En tout cas, lorsqu'on le prend régulièrement, on s'expose On à une s'expose. atteinte souvent multiple et à des séquelles. Pour les autorités, je dirais une chose, il y a des règlements intérieurs dans ce pays. Ça fait 50 ans qu'on écrit, ça fait 50 ans qu'on fait des ateliers, ça fait 50 ans qu'on parle, l'heure est à l'action. Il y a des règlements intérieurs qu'il faut sortir, il y a des règles. Au Sénégal, comme je dis, le jour fait 24 heures. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En Guinée, c'est des jours C'est de pareil. 24 heures. Nous n'avons pas des problèmes que les autres n'ont pas. C'est juste que certains ont le courage de résoudre leurs problèmes et d'autres trouvent des justificatifs. Il est temps de sortir nos règlements intérieurs pour que nos parents soient soignés, parce que ce que nous avons aujourd'hui comme prise en charge n'est pas acceptable. Venez à l'hôpital, passer une journée avec nous, prenez la caméra, c'est inacceptable. C'est Ce inacceptable, sont c'est mes vous qui le convictions. dites, professeur Cissé. Quels sont vos rapports avec les autres neurologues de la sous-région? Nous avons de très bons rapports avec les autres neurologues de la sous-région. Il y a souvent des journées sénégalaises de neuro auxquelles on assiste. Il y a les journées de neurologie de langue française qui se tiennent une fois par an en France. Est-ce qu'une journée de neurologue est célébrée à Oui, Conakry? oui, en Guinée, habituellement, on fait une journée. Le 25 du mois prochain, nous allons célébrer à l'université la journée guinéenne du cerveau. Le Le 25. 25 du mois prochain, le 25 août, donc dans la salle des fêtes de l'université. Le programme est déjà établi. Il y a une dizaine de neurologues actuellement en Guinée, donc il y a un programme qui est déjà préfet. Et je suis même responsable de l'organisation de cet événement sous la coordination de nos patrons du CHU. Donc ça se fera à l'université. Nous allons parler surtout des accidents vasculaires cérébraux qui aujourd'hui est Prennent de l'ampleur, hein. voilà, est une épidémie dans notre pays. J'étais dans la salle d'attente, il y a un monsieur qui est venu pour l'émission qui parlait d'un de ses patients qui a fait un accident vasculaire cérébral, qui est couché à l'hôpital Sinoguien. Mais c'est notre quotidien. Le service de neurologie aujourd'hui est plein. Nous vous demandons de venir voir et de visiter, de demander aux gens. Donc voilà, il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'aide auprès des populations pour qu'ils accèdent au moins au traitement de prévention secondaire parce que sinon c'est C'est inacceptable. très bientôt la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 622 58 90 73. Mais moi, je veux savoir, professeur, à quel moment un patient, un malade souffrant d'un nerf, a besoin de l'assistance d'un kiné, après D'un vous? kiné. C'est lorsqu'il y a un handicap. Hein, c'est lorsqu'il a une limitation dans ses activités de la vie quotidienne. Comme je le disais, l'AVC, le problème c'est ça, c'est qu'il vous handicape, il vous empêche de marcher. Donc nous avons des principes de cotation que je ne vais pas exposer ici, qui vont de 0 à 5. Cela nous permet, on appelle ça, ça a été élaboré par les Anglais, c'est le Medical Research Council qui a élaboré un système de cotation musculaire. Et lorsque vous avez déjà une faiblesse musculaire qui est en dessous de 5, parce que 5 c'est la normale, déjà à partir de 4, de 3, de 2 et de 1, nous vous évaluons. Normalement, on doit faire un bilan des incapacités
et vous mettre en rapport avec un kiné pour voilà, faciliter la rééducation. Le problème de la rééducation dans ce pays, c'est le coût. Hein, le coût, donc c'est à On la en parle tout séance. à l'heure. Est-ce qu'il y a un centre Ça spécialisé? pose, Mais d'ici là, on va prendre... ça commence à sonner. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, bonsoir, madame. Allô? Allô? C'est parti. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je suis Dr Kondé. D'accord. Je vous appelle de Lambani. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Koné. D'abord, l'entrée de jeu, je remercie votre invité. Merci. Je remercie par rapport à toutes ces idées qu'il avait à établir et toutes ces informations. C'est pour juste un point par rapport à un fait. Juste signaler que nous, en Guinée aujourd'hui, comme il vient de le dire, nous avons un problème de diagnostic dans ce genre surtout dans leur domaine. D'accord. Ce problème de diagnostic, surtout dans nos hôpitaux, nous avons des structures privées qui sont là, mais qui ne sont pas à la portée de la population. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de bons médecins. Nous avons de bons médecins en Guinée, mais nous n'avons pas de moyens diagnostiques ni d'imagerie dans nos hôpitaux. Donc c'est un fait que moi je voulais juste signaler qu'il va falloir insister parce que je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine d'évacuation et autres, on évacue beaucoup de malades qui pouvaient diagnostiquer en Guinée bien avant qu'ils me diagnostiquent et traiter, puisque aujourd'hui nous avons des neurochirurgiens qui ont été formés. Nous avons des bons neurologues comme le professeur Abbas. Mais si nous n'avons pas les moyens diagnostiques, il va s'agir que ça sera de la tautologie au fait. Donc c'est sur ce point que je veux juste insister, appeler le gouvernement à investir dans le domaine public pour que nous ayons le scanner et l'IRM dans nos hôpitaux. Ça serait vraiment favorable pour la population. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Kondé. Le docteur, il vous rejoint quelque part, hein? Oh oui, non, je le remercie entièrement. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'on est dans le même bateau, dans le même hôpital. Voilà, comme il dit, les responsables des évacuations. Il faut que l'on comprenne que la solution pour le Guinéen, c'est le Guinéen. Il va falloir à un moment donné se décider à nous valoriser, quel que soit le domaine. Hein. C'est pas que la neurologie, on parle de neurologie aujourd'hui, vous inviterez le cardiologue, le gastro-entérologue, le pneumologue, il aura le même discours. À un moment donné, il faudra se décider à se faire confiance les uns les autres pour résoudre les problèmes qui se posent ici. Prendre un AVC, l'amener au Sénégal, l'amener au Maroc, c'est tout simplement de la surenchère. C'est mettre les gens dans un circuit de dépenses qui ne règle pas leurs problèmes. Parce que le temps qu'ils y arrivent, ils sont déjà handicapés. Les Marocains ou les Tunisiens ne feront que constater les dégâts et bon, nous ramener le malade handicapé. On a beaucoup de patients qui viennent des États-Unis. À un moment donné, il faudra se décider et se dire que c'est possible en Guinée. Et c'est la responsabilité du Guinéen de le faire, tout simplement. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. C'est la RTG. Vous avez une question pour notre invité? Nous vous écoutons. Allez-y. Merci madame. Je suis confirmé. Oui. Je suis directeur d'école dont l'effectif est de 2000 et quelques comme ça. Parlez un peu plus fort. Il est directeur d'une école. Éloignez-vous un tout petit peu pour que nous vous entendions, monsieur. Vous parlez un peu plus fort. D'accord. Je dis, je suis Kamara Ousmane, Oui. directeur d'école à Kamsar. D'accord. Mon problème, c'est que souvent quand je suis en colère, mes capacités cognitives, je perds mes capacités cognitives de fois quand je suis énervé. Et le plus souvent, je n'arrive pas à raisonner, à faire un raisonnement à l'immédiat. Et lorsque je
juste pendant 10 à 15 minutes, je prends un peu d'eau, je me rafraîchis et que je reviens maintenant là pour une analyse objective. Je ne sais pas quel est ce déséquilibre. Alors, professeur Cissé, vous avez compris, c'est une inquiétude. Oui, donc je peux répondre assez facilement parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a invité quelque part pour parler de stress au travail. Il faut que monsieur Camara, hein, Ousmane, sache qu'il y a un rapport étroit entre le stress et ce que l'on pense et notre pression artérielle. Donc lorsqu'il se met en colère, son organisme va sécréter des substances qui sont le cortisol et l'adrénaline qui vont exagérer les battements cardiaques, donc qui vont augmenter sa pression artérielle et obscurcir son jugement. C'est comme s'il prenait une forte dose de corticothérapie. Donc le repos permet à ces hormones qui à la base sont faites pour nous aider à réagir violemment, à fuir un danger. Il faut que ces hormones reviennent à un état d'équilibre, on appelle ça le feedback négatif, pour qu'ils reprennent son esprit. Donc il faut qu'il commence à éviter ce qu'on appelle les facteurs stressants. Parce qu'il y a des stresseurs qui sont externes et des stresseurs qui sont internes. A priori, chez lui, ça doit être des stresseurs externes liés à ses 2000 élèves. Il doit trouver les voies et moyens pour ne pas que le stress se déclenche. Et quand son stress se déclenche, ça augmente la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Et s'il continue dans ce rythme, il va finir par être hypertendu. Il y a même des risques d'AVC. Nous avons des patients hospitalisés qui ont des disputes avec leur femme ou avec leur mari et qui sont tombés. Donc, ce n'est pas un fait. Parce que tout simplement, il y a des hormones qui permettent le battement cardiaque, qui permettent de faire jaillir le sang de façon importante dans l'organisme, qui sont sécrétés en abondance, et c'est ce qui obscurcit son jugement. Donc il faut attendre le feedback négatif, il faut attendre que l'organisme remette tout ça en équilibre pour qu'il revienne à lui. Donc il faut éviter les facteurs stressants. Il n'y a pas, à mon avis, un traitement à mettre. Il faut identifier dans l'environnement. Il faut qu'il se ressaisisse, voilà. Qu'il arrive à se contenir. Effectivement. Okay. Au-delà de ça, il peut consulter. J'espère qu'il nous suit et il a compris. Allô? 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 Allô, madame. Bonjour, madame. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Et nous vous écoutons. Vous avez une question? Comment vous appelez d'abord et vous, d'où vous nous appelez? De? Vous nous appelez de Kindia, d'accord. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste téléviseur, on ne vous entend pas très bien. Vous avez une question pour notre invité? Je commencerai par vous dire que je suis très très fier du professeur Lénologue. Vous êtes fier de notre invité? Très bien, merci beaucoup. Alors, nous vous écoutons. Vous avez une question pour lui? Oui, j'ai un problème. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette intervention. On ne vous entend pas très bien. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette intervention, c'est ce qui concerne la tête. D'accord. Les nerfs de la tête. Alors, vraiment, je ne peux pas expliquer tout. Je ne peux pas tout expliquer. Je demanderai un rendez-vous au professeur. Professeur, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous... Mardi matin, tous les mardis matins. Tous les mardis matins, d'abord, il y a consultation. Au CHU d'Ignasdine. Au CHU. Mardi, jeudi. Voilà. Voilà. Peut-être on va voir s'il y a un numéro sur lequel le joindre, mais on va afficher ça tout à l'heure. Mais si vous avez une inquiétude, le mardi, les rendez-vous, c'est pour tout le monde. Oui. D'accord. D'accord. Vraiment, nous sommes très très fiers d'avoir un professeur aussi jeune, un professeur aussi jeune. Un professeur aussi jeune. Très bien. Et vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Merci et beaucoup. Moi, l'extérieur, ça va. Je suis ravie et je présenterai à Dieu. Il aurait bien à être pendant qu'il y a. Merci, madame. Allô? 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 Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, c'est Gakou, je vous appelle depuis Port 2. Bessia Port 2. Comment vous vous appelez? Oui, c'est Gakou Furakata. Gakou Furakata.
D'accord. Vous avez une question pour notre invité? Oui, j'ai des questions pour mon frère. Allez-y rapidement, on n'a plus de temps. Allez-y rapidement, nous vous écoutons. Alors, je voulais savoir quelles sont les causes, parce que je viens de prendre l'émission en marche. Je voulais savoir quelle est la cause de la neurologie et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir cette maladie. D'accord. Ben, il a dit, hein, mais je ne reviens plus dessus, qu'il vient de prendre le train en marche. Professeur, rapidement, vous allez Donc, essayer de lui satisfaire. Oui, donc, ce n'est pas les causes de la neurologie, mais c'est les causes des maladies neurologiques. La neurologie, c'est la science qui C'est une s'occupe des discipline. pathologies du cerveau et des nerfs. Bon, les causes, comme je l'ai dit, elles sont multiples. Hein. Bon, pour les résumer, vous avez les causes vasculaires. Quand vous avez une maladie, qu'elle soit infectieuse ou inflammatoire qui touche les vaisseaux, ou un caillot qui bouche les vaisseaux, ou la tension qui fait éclater les vaisseaux, un problème des vaisseaux, donc ça donne des problèmes de nerfs, des problèmes de cerveau en tout cas. Vous avez les causes infectieuses et inflammatoires. Nous sommes dans un environnement, on l'a dit, septique, hein, avec beaucoup d'infections virales, bactériennes, parasitaires, mycosiques. Tous ces éléments-là peuvent toucher le cerveau. Donc on parlera d'infection du système nerveux central. Nous avons les causes néoplasiques, les causes tumorales. Toutes les tumeurs peuvent entraîner des problèmes de neurologie. Nous avons les problèmes dégénératifs. Nous avons évoqué la maladie d'Alzheimer. Nous avons peut-être omis de parler de la maladie de Parkinson. Tout le monde connaît Cassius Clay. C'est ce monsieur qui tremble à la télé. Donc Cassius Clay par exemple, ou le pape Jean-Paul II. C'est des gens qui avaient la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est dégénératif. C'est parfois génétique. Ensuite, nous avons les causes toxiques. Hein, les intoxications alcooliques, les intoxications au monoxyde de carbone peuvent donner, même des intoxications médicamenteuses, peuvent donner des maladies de nerfs. Nous avons dit qu'il y avait des causes iatrogènes, lorsqu'on donne un excès de médicaments, lorsqu'on prend des feuilles dans la brousse, etc. Les problèmes d'intoxication existent. Ensuite, nous avons évoqué les causes traumatiques, les motos, les accidents de la voie publique, on tombe, on a ça. Mais il y a les causes endocriniennes. Les causes endocriniennes, c'est les causes métaboliques comme le diabète par exemple, pour faire simple, ou encore les troubles du métabolisme du calcium. Si j'ai un manque de calcium par exemple, je peux avoir des symptômes d'allure neurologique. Si j'ai par exemple un manque de sodium, je peux être dans un coma neurologique, les troubles du potassium. Nous avons évoqué les problèmes carentiels. Nous avons dit que nous mangeons tous les jours le riz sans vitamines, etc. Les vitamines B1, B6, B12, PP et bien d'autres vitamines, lorsqu'elles manquent dans l'organisme, vont donner des problèmes de nerfs. Donc en gros, c'est ça. S'agissant de la prévention, c'est la prévention à mon avis surtout des facteurs de risque cardiovasculaire. Hein. Donc il faut manger correctement. C'est déjà la première des choses. Manger équilibré. Ouais, équilibré, voilà. Donc ça c'est la grande question, le grand débat dans un pays pauvre. C'est pas simple, mais voilà, il y en a qui arrivent à le faire. Donc c'est l'objectif en tout cas. L'alimentation, lutter contre le stress. Hein. Donc lutter contre le stress, faire de l'activité physique régulière. Si on arrive à déjà faire ça, ça permet de résoudre une grande majorité des problèmes. Maintenant, si vous êtes hyper tendu, même si vous n'allez pas à l'hôpital, payez quand même votre antihypertenseur, prenez-le, trouvez un tensiomètre et contrôlez votre tension. Si vous êtes diabétique, faites en sorte d'avoir un glucomètre et équilibrez votre glycémie. Évitez le tabac, évitez l'alcool, faites du sport et je pense que les choses iront pendant longtemps pour le mieux. On est pris par le temps, mais j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques au niveau de services de neurologie au CHU très rapidement? 56% des hospitalisations en neurologie sont dues aux accidents vasculaires cérébraux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que selon les dernières statistiques, 30,8% des décès à Ignace Dine, selon le dernier recensement, en tout cas des décès en 2012, étaient dus aux accidents vasculaires cérébraux. Donc les pathologies neurologiques, ce qu'on peut dire, sont de plus en plus fréquentes parce que tout simplement nous faisons face à un changement de style de vie avec beaucoup de stress, beaucoup d'hypertension, beaucoup de sel, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Donc on a un changement de style de vie qui nous prédispose à faire les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies infectieuses qui persistent dans notre environnement. On est pris par le temps. Je voulais un message venant du professeur Cissé Abbas Fodé, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Certainement, on va se retrouver ici autour d'une table ronde avec d'autres médecins pour parler un peu, pour sensibiliser un peu la population guinéenne. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec professeur Fodé Abbas Cissé, neurologue en service au CHU Yazine, qui était notre invité de ce dimanche. On a partagé
partager 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la neurologie, la discipline des disciplines de la médecine. Je remercie au passage toute l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de Dites-moi tout, docteur, mais également à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci et un coucou à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes alléchants. Et on se retrouve la semaine prochaine, je le dis. Merci et à très bientôt. Au revoir. Si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Au revoir et merci.